Dans l'entraînement sportif, il existe certains jours où tout va très bien et d'autres plus compliqués. Ainsi, après une journée de travail difficile, du stress ou une situation émotionnelle forte, nous sommes moins à l'aise physiquement et aussi moins motivés. Inversement, certaines séances se déroulent dans une zone d'euphorie, sorte de flow, moment magique où tout va pour le mieux et tout est synchronisé dans l'effort, la respiration, la fréquence cardiaque, le dynamisme musculaire. Nous avons là alors la sensation de voler, d'être facile. Mais alors, l'entraînement sportif, la motivation, le plaisir sont-ils des composantes mesurables? Existe-t-il des outils nous permettant de mesurer le ressenti de notre effort, notamment dans les sports dits d'endurance? Vaste sujet qui mérite un vrai débat dans notre causerie sur la préparation physique. Bonjour et bienvenue sur cette causerie du sport et vous le voyez, nous sommes au numéro 3 de la préparation physique et pour aborder cette émission numéro 3, vous voyez la charge affective et la motivation durant l'effort de longue durée, tout un sujet thématique sur lequel nous accueillons aujourd'hui Bertrand Baron. Bertrand, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur d'université, dans notre université, ici au Tampon, mais aussi chercheur UMR d'Espace Dev, c'est au niveau de la recherche, et du C3S de Besançon, c'est ça? Oui, c'est bien ça, oui. Alors, c'est quoi vos sujets de recherche? On le voit, c'est peut-être la thématique, mais c'est quoi plus précisément? Alors moi, à la base, j'étais physiologiste du sport, et puis petit à petit, au fur et à mesure de mes recherches, comme je travaillais sur la fatigue, je me suis rendu compte que c'était très difficile de répondre aux questions autour de la fatigue et de la régulation de l'allure en restant sur une seule discipline, la physiologie. Et donc petit à petit, je me suis intéressé à la psychologie, et maintenant je travaille sur ce qu'on appelle la psychophysiologie. C'est vrai que c'est assez rare de trouver finalement un domaine de recherche qui va un peu sur un versant global, un peu plus holistique, on va dire. Oui, on nous encourage relativement fréquemment, en fait, par le biais de nos publications, à rester uniquement disciplinaire. Mais pour répondre aux problématiques de terrain, une démarche holistique, je la trouve bien plus intéressante, et je ne suis pas le seul à partager cette idée. Et à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, l'avènement des technologies a fait que beaucoup de scientifiques sont devenus vraiment ultra spécialisés. Et puis seulement une petite partie ont décidé d'avoir une démarche holistique. Maintenant, elle revient un petit peu plus au goût du jour, notamment dans les sciences du sport en tout cas. Ouais, donc dans votre domaine de recherche, vous parlez notamment, on va voir les slides que vous nous avez apportés, de l'émotion, de la motivation. La première slide, je crois que c'est sur le versant des émotions, parce que c'est important, c'est vraiment aussi une thématique dans laquelle on est rentré, nous, sur certaines causeries. Mais voilà, comment vous définissez justement cette entrée par les émotions? Alors les émotions, c'est le neurophysiologiste Antonio Damasio qui les définit très très bien. Il dit que c'est un point de départ physiologique qui entraîne une régulation comportementale. Et il nous dit que les émotions sont donc au centre du processus décisionnel. Dans le domaine des sciences du sport, il y a un autre monsieur qui s'appelle Ekekakis, un chercheur de renom, qui nous dit que durant l'exercice, la régulation émotionnelle permet la régulation physiologique. Donc pour lui, c'est le point de départ, il est là. Donc c'est un changement de paradigme un petit peu, où on est passé au 19e siècle à un tout physiologique, à quelque chose de plus holistique, comme vous l'avez dit, où la psychologie interagit avec la physiologie. Mais en fait, si on remonte encore plus dans le temps et qu'on prend encore plus de hauteur, on peut dire que ça rejoint un petit peu les idées et la philosophie de Spinoza, qui réfute la notion de dualité entre le corps et l'esprit, et qui dit que les deux interagissent pour permettre une homéostasie, pour permettre la survie de l'organisme. Donc en fait, ce que Ekekakis dit là dans les sciences du sport, ça reprend les idées de Spinoza. Ouais, c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'on sort du dualisme cartésien, on va dire, aussi. Tout à fait. Spinoza, vous l'évoquiez. Et en même temps, c'est vrai qu'on a aussi une entrée par finalement la mesure possible de ces émotions qui sont liées finalement au sport d'endurance, parce qu'on est vraiment quand même dans les sports d'endurance. Vos recherches sont là-dedans, c'est-à-dire vélo, course à pied, etc. Tout à fait, tout à fait.
La première mesure, la première émotion la plus connue dans les sciences du sport, alors tout le monde ne l'appelle pas émotion, mais encore une fois, moi si je m'appuie sur la définition de Damasio, on peut l'appeler émotion. C'est ce que vous voyez apparaître ici sur la diapositive, c'est la notion d'effort que beaucoup de gens connaissent, qui est utilisée de la même façon. C'est une échelle visuelle analogique qui est utilisée pour quantifier la douleur, par exemple à l'hôpital avec des patients. Ici, elle est utilisée pour quantifier l'effort. Elle a été proposée dans les années 80-90 par Borg. Elle est utilisée dans le milieu scolaire, elle est utilisée dans le milieu du sport de haut niveau. Et on peut quantifier, enfin Borg a proposé de quantifier cet effort avec une échelle de 0 à 10. Il en existe d'autres, de 6 à 20 notamment, mais celle-là est la plus utilisée. 0, c'est je ne perçois aucun effort, et 10, c'est je perçois un effort maximal. Et en fait, ça, c'est en lien avec le système somesthésique, c'est-à-dire notre cerveau est capable de percevoir le stress physiologique périphérique au niveau musculaire, au niveau cardiaque, au niveau ventilatoire, par exemple. Il envoie ce qu'on appelle des afférences au niveau du cerveau, que le cerveau est capable d'interpréter ces signaux périphériques et nous faire ressentir cet effort. Et le génie, j'ai envie de dire, de Borg, ça a été de permettre de le quantifier de manière précise en proposant une échelle qui permette que la quantification soit corrélée avec un paramètre physiologique objectif qui est soit la fréquence cardiaque, pardon, soit la lactatémie selon les échelles utilisées. Avec cette échelle qu'on appelle CR10, c'est la lactatémie qui est corrélée aux réponses psychologiques ici, émotionnelles. Ouais, c'est vrai que la note sur 10, même ça a été reprise, je crois, sur l'échelle de douleur. Ça veut dire qu'en fait, on a des bottom-up, hein, c'est-à-dire on a des signaux qui viennent de notre organisme. Il faudrait pouvoir les écouter, mais pouvoir aussi les interpréter. Ça veut dire aussi qu'il faut, à un moment donné, les interpréter. Comment on peut faire pour finalement les interpréter et réguler l'effort, hein. Je pense que c'est la suite aussi un petit peu de vos travaux. Oui, tout à fait. La suite de nos travaux, elle a porté sur la régulation de l'effort après la fatigue. En fait, réguler son effort, réguler son allure, c'est réguler l'apparition de la fatigue, faire en sorte, lors d'une épreuve, par exemple, comme le Grand Raid, si on prend cet exemple, que la fatigue ne survienne ni trop tôt ni trop tard. Il faut être capable de franchir la ligne d'arrivée, mais il faut être capable d'avoir tout donné au moment de franchir la ligne d'arrivée. Donc cette notion d'effort, cette régulation de l'effort, en fait, comment on arrive à réguler notre allure? On arrive à réguler notre investissement, on arrive à réguler notre effort. C'est par le biais des émotions qu'on arrive à réguler notre allure de façon efficace. Et en plus de l'effort, comme vous pouvez le voir sur la diapositive ici, nous, ce qu'on a proposé, c'est de faire intervenir la notion de plaisir. Parce qu'il nous semblait que c'était important. Pour un même niveau d'effort, si on perçoit peu ou beaucoup de plaisir, ça ne va pas être la même chose. Et donc on a défini dans une de nos recherches la notion de charge affective, qui est tout simplement la différence entre l'effort consenti et le plaisir ressenti. C'est vrai que ce plaisir, on l'entend quand même beaucoup des participants, mais on ne sait pas trop le définir en fait. Et là, dans vos recherches, notamment, on a vu Frédéric Grapp, qui a travaillé à la Française des Jeux, ou Alain Gros-Lambert travaille dessus, ou travaillez avec eux, et vous l'avez vraiment mis en évidence dans ces travaux en fait. Oui, tout à fait. On travaille ensemble là-dessus depuis de nombreuses années parce que il nous semblait que c'était véritablement important pour répondre aux problématiques de sport de haut niveau. On a l'habitude, parce qu'encore une fois, ça s'explique par l'évolution historique des choses, hein, la façon dont les connaissances se sont construites. Il y a eu énormément de travail qui a été fait dans le domaine de la physiologie. Donc dans le domaine de la performance, on va mesurer les lactates, on va mesurer la fréquence cardiaque. Ok, très bien, il faut continuer à le faire, bien évidemment. Mais il y a d'autres choses qui nous paraissent importantes. Et notamment cette notion de ressenti. Encore une fois, notre cerveau est le microprocesseur bien plus performant que les GPS ou les cardiofréquencemètres qu'on utilise. Et il est, notre cerveau, heureusement, par le biais du système somesthésique, capable de percevoir ce qui se passe au niveau périphérique. Et vous citiez Fred Grapp dans un de ses ouvrages, j'adore le titre d'un de ses chapitres, il dit « Apprendre à utiliser son corps comme outil de mesure ». Et c'est véritablement ça. Voilà, il faut apprendre aux gens à utiliser leur corps comme outil de mesure. Ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident, ça nécessite un petit peu.
Par contre, c'est pas du tout cher, c'est un énorme avantage aussi. Alors ça explique peut-être le fait que ce soit pas forcément mis en avant, parce que ça va pas faire vendre beaucoup de choses, mais effectivement c'est quelque chose de très intéressant. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de se passer des cardiofréquences-mètres, des GPS, des capteurs de puissance, mais ça aide largement en complément. Donc pour revenir à cette notion de plaisir et d'effort, si on revient sur la diapo, là c'est une diapo donc, que je me suis permis de tirer du site de Fred Grapp, qu'on a cité, effectivement directeur de la performance de l'équipe Cycliste Pro Groupama FDJ. Sur son site, il nous met une citation de David Douillet qui nous dit, donc célèbre judoka, dont tout le monde se souvient: la douleur était une unité de mesure par rapport à ce que je faisais. Dans ma discipline, l'entraînement consistait à faire reculer la barrière de la douleur. Donc on voit qu'il y a, pour produire de la performance, il faut qu'il y ait de la douleur. Il faut malheureusement qu'il y ait une production d'effort. Mais pour nous, ça nous a pas semblé. C'est quelque chose de très important, mais c'est pas l'unique chose à regarder. Sur cette diapo, on voit bien que et les résultats expérimentaux le montrent. Il y a des collègues qui ont fait à Font-Romeu qui ont publié une étude récemment qui montre que pour un même niveau d'effort, si on a beaucoup de plaisir, on va accepter d'aller plus loin dans notre effort. Et si on a peu de plaisir, on va avoir envie de ralentir. Donc voilà, il y a cette notion d'effort, il y a cette notion de plaisir. Et ce qui est compliqué, nous on a voulu rajouter cette notion de plaisir pour essayer de continuer après l'effort à aller vers la psychologie, pour sortir du tout physiologique, mais ce qu'on espère c'est aller vers la motivation. Et ça c'est compliqué. Aller sur le côté mental et aller sur la mesure de la motivation, parce que tous les entraîneurs le disent, et vous êtes bien placés pour le savoir. Voilà, il faut du mental pour être capable de produire beaucoup d'efforts, pour être capable de résister à la fatigue. Mais qu'est-ce que cette motivation pendant l'effort et comment la mesurer? Et en réalité, les psychologues du sport, bien sûr, ils sont capables bien mieux que moi de mesurer cette motivation, mais pas pendant l'exercice, parce que les outils de mesure qu'ils proposent sont des outils qui sont très longs, très chronophages, avec une vingtaine de questions minimum. Et donc nous, on devait proposer autre chose pour mesurer ce qui se passe pendant l'effort. Très rapidement. Donc très rapidement, voilà, tout à fait. Et à ce stade, on avait défini la motivation comme le niveau d'acceptation de la charge affective. Donc la charge affective, encore une fois, c'est la différence entre l'effort et le plaisir. On le voit, et la motivation, c'est le niveau d'acceptation de cette charge. Voilà, on en était là en 2018, vous voyez la référence de l'article. C'est deux curseurs en fait, j'ai l'impression qu'on peut jouer dessus. C'est-à-dire, voilà, c'est comme si on avait une table de mixte avec un curseur plaisir, un curseur effort, c'est un petit peu ça. On peut jongler là-dessus. Alors on peut jongler là-dessus, effectivement, à la fois à l'entraînement et en compétition. En compétition, ça peut être un petit peu plus compliqué de jouer là-dessus. Encore, dans l'ultra-endurance, pour monsieur et madame tout le monde, ça peut être possible. Pour les grands champions qui visent un podium, c'est peut-être plus compliqué. Et le plaisir, effectivement, je vous vois, le plaisir est différé. Et sur une épreuve comme le Grand Raid, on peut pas prétendre prendre du plaisir du début à la fin. C'est pas possible. À un moment donné, l'enjeu physiologique et psychologique est tel, les conditions sont tellement extrêmes qu'on ne peut pas avoir une production de plaisir du début à la fin. C'est pas possible. Donc là, il va y avoir une augmentation du niveau d'effort, voire des fois une diminution du niveau d'effort parce qu'il y a d'autres paramètres qui ne sont pas présentés ici qui vont apparaître, comme la lassitude. Et voilà, surtout, c'est où je me situe dans mon effort par rapport à ce que je suis capable de tolérer, c'est-à-dire mon niveau d'acceptation de cette charge. Ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment une prise de conscience. On parlait de Damasio, c'est vraiment là. C'est-à-dire aussi la mise en conscience, finalement, de son plaisir, de son effort, etc. Et qui permet après de réguler finalement quelque chose derrière, de prendre des décisions. C'est ce process-là? C'est exactement ce process-là, mais c'est un process très complexe. Alors, on a tenté, nous, de le modéliser, toujours avec mes collègues Fred Grapp et Alain Gros-Lambert, sur le schéma que vous voyez ici apparaître. Donc, c'est toujours la même publication, c'est le schéma 2018, voilà, qui résume un petit peu l'ensemble de l'article. Et on a essayé de se poser la question de proposer un modèle global de régulation de l'allure pour les épreuves de longue et de très longue durée.
Alors il y a les paramètres objectifs de la tâche, on va se demander combien de temps je vais mettre, ou pendant l'épreuve, combien de temps me reste-t-il. Mais déjà là, quand on dit paramètre objectif, c'est plus si objectif, parce qu'il y a déjà une interprétation de combien de temps je vais mettre, c'est loin d'être une certitude, c'est déjà une interprétation. La température, le dénivelé, etc. Tout ça, après, ça va induire des paramètres subjectifs, ça va jouer sur mes facteurs de motivation. Et puis, donc bien sûr, il y a la physiologie qui va intervenir. Je vais partir à une certaine intensité, je vais dépenser de l'énergie. Ça va donc induire des modifications de mon statut physiologique qui vont interagir avec mon statut émotionnel. On retrouve ici cette notion de différence entre le niveau d'acceptation du statut émotionnel et mon statut émotionnel, ce qu'on a appelé ici la réserve motivationnelle. Et en fait, ce qui me paraît être le plus important, c'est que quand on est dans l'effort et qu'on veut à la fois rallier la ligne d'arrivée et en même temps être performant, ça, c'est deux psychologues du sport qui l'ont défini en 2010, Gendola et Richter, qui nous disent que dans ces moments-là, on est soumis à un dilemme, en fait, entre dépenser suffisamment d'énergie pour être performant et conserver suffisamment d'énergie pour être sûr d'aller au bout. Et en permanence, vous parliez de prise de décision, c'est ça en fait. C'est prendre une décision avec peut-être une prise de risque. Alors les grands champions qui visent un classement vont te voir accepter de prendre des risques. Monsieur et madame tout le monde qui veut, entre guillemets, juste être finisher, a plus intérêt à ne pas trop en prendre de risques, sauf des fois il joue avec la barrière horaire. Donc là, il y a une notion de performance qui arrive, comme pour les grands champions. Voilà, donc c'est une prise de décision en permanence entre ce que je ressens. Est-ce que ce que je ressens, je pense pouvoir maintenir ce niveau-là pendant la durée pour rallier la ligne d'arrivée? Voilà, c'est une prise de décision très compliquée en permanence. Qui aussi, d'un point de vue physiologique, va rejoindre le côté mental, presque sur la confiance en soi aussi, à un moment donné. La confiance en soi joue beaucoup. Voilà, on a présenté cette modélisation, mais bien sûr, comme toute modélisation, c'est une simplification de la réalité. Les choses sont encore plus complexes et c'est un système ouvert, donc il y a beaucoup de choses qui interagissent et effectivement. Ça veut dire que là, on le voit par exemple aussi, vous travaillez notamment aussi dans le cyclisme, hein, il y a des stratégies qui peuvent être mises en place, c'est-à-dire ou même on entend l'ultra-trail, ces notions de spacing, c'est ça? Vous allez nous en parler aussi, hein, je crois. Oui, bah les notions de pacing, c'est ça, c'est les notions de régulation de l'allure. Comment on fait pour se réguler et pour être sûr de franchir la ligne d'arrivée. Vous parliez de trail, on a fait il y a quelques années, en tout cas ça a été publié l'année dernière, on a fait une étude sur des trailers au Colorado, étude à laquelle vous aviez participé, donc vous vous en souvenez forcément, Monsieur Lacroix, et on avait mesuré sur des trailers de bon niveau, mais qui n'étaient pas des trailers élites, un petit peu, on avait essayé de regarder comment ils se régulaient. Donc là, on peut voir un petit peu leur pacing qui apparaît. Donc on voit qu'il y a au fur et à mesure des tours. En fait, ils avaient une quarantaine de kilomètres à réaliser. Et en fait, on a voulu organiser une compétition expérimentation. C'était ça un petit peu l'originalité. Parce qu'en expérimentation, on n'a jamais les mêmes facteurs motivationnels qu'en compétition. Mais pendant une compétition, c'est très compliqué d'arrêter les sportifs pour mesurer des choses. Donc là, en fait, on avait organisé une compétition avec pour tous les compétiteurs, ils étaient prévenus, ils avaient des arrêts au paddock pour faire un certain nombre de mesures. Donc on a des mesures bioméca, on a des mesures physio, on a pas mal de paramètres perceptifs. Je ne vais pas tout vous présenter ici, mais on a étudié donc ici les stratégies de régulation de l'allure. On voit que du fait de la fatigue, il y a une diminution de ce qu'on appelle le pacing, c'est-à-dire de la vitesse, hein. Tour après tour, il y a une diminution de cette vitesse, et on voit également qu'il y a une petite diminution du plaisir. On a une diminution significative avec des petites oscillations, mais ce qu'on peut remarquer, c'est que les sportifs font en sorte que ce plaisir, il subsiste quand même. Il ne soit pas arrivé à zéro à mi-parcours, parce qu'à ce moment-là, les facteurs motivationnels ne seraient plus suffisants pour continuer l'effort jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc on voit que cette notion de plaisir, elle est importante. Et sur la diapo d'après, on a essayé de regarder un petit peu les différents paramètres qui permettaient, lors de cette étude, donc de 44 km, encore une fois, d'expliquer la performance en trail. On voit que la stratégie de régulation de l'allure est une performance
est un facteur de performance très important, à côté de la fameuse vitesse maximale aérobie et de l'endurance, et que cette stratégie de régulation de l'allure, elle dépend en grande partie du plaisir. C'est-à-dire qu'on a une corrélation importante entre le niveau de plaisir et la stratégie de régulation de l'allure. Donc voilà, là c'était pour nous, en trail, en conditions de pratique sportive réelle, de compétition, une preuve que cette notion de plaisir est très importante. Et ça reste des données quand même assez récentes et quand même assez révolutionnaires, parce qu'en fait on accordait beaucoup d'intérêt sur du VO2 max, du débit d'oxygène, etc. Des données très physio, on va dire même très, on va dire scientifiques, scientifisées. Là on amène des données scientifiques aussi, mais sur d'autres secteurs qui sont très intéressants, et notamment sur une évaluation du plaisir. C'est quand même assez révolutionnaire. En fait, tout ça vient de Borg, encore une fois, dans les années 80-90. Dans la tête des gens, comme c'est subjectif, c'est pas scientifique par rapport à ce que vous disiez. Non, c'est pas parce que c'est subjectif que c'est pas scientifique, parce qu'il y a des outils de mesure qui sont validés scientifiquement et qui montrent qu'on peut mesurer ces paramètres, même s'ils sont subjectifs. Et on peut les corréler à des paramètres objectifs de performance. Et ici, donc, le plaisir est corrélé à la stratégie de régulation de l'allure en trail. Et en cyclisme aussi, je crois, parce que c'est aussi un milieu qui est professionnel, donc en plus. Donc là, on a des professionnels. Alors, en cyclisme, ils ont la chance d'avoir énormément d'outils de mesure, notamment parce qu'ils ont des capteurs de puissance au niveau des pédaliers ou des roues. Et à chaque coup de pédale, on a une mesure de puissance qu'on ne peut pas avoir en course à pied, en aviron, etc. On peut l'avoir en cyclisme. Sur la diapo que vous voyez ici, c'est une étude que j'aime bien parce que son auteur principal, Alexandre Abel, a pu montrer que avec différents niveaux de stress environnemental, c'est-à-dire ils ont simulé en laboratoire en contre-la-montre des différentes altitudes par rapport au niveau de la mer. Et en fait, on se rend compte que dans toutes les conditions, on a une augmentation de la perception de l'effort, mais que les sportifs se débrouillent, encore une fois, pour que ce niveau d'effort il reste une petite réserve à la fin de l'épreuve, mais si on se remémore les résultats qu'on vient de voir en trail, on voit qu'ici c'est des cyclistes de meilleur niveau et ils vont plus loin dans leur effort, qui diminuent leur niveau de plaisir de façon plus importante aussi, mais que dans tous les cas, ils font en sorte qu'il y ait une petite réserve à la fin. Et là, c'est encore une fois, c'est Spinoza, c'est l'homéostasie, c'est le maintien de l'intégrité physique. Donc ils vont chercher plus loin, c'est-à-dire les sportifs de haut niveau vont diminuer vraiment le plaisir et ils en ont conscience. Ils en ont conscience, ils le font de façon tout à fait contrôlée. Ils sont capables d'aller plus loin dans l'effort que monsieur et madame tout le monde. Et ce qui est intéressant, les graphiques qu'on vient de voir, en fait, dans cette étude, il y a deux conditions expérimentales où on a fait croire aux cyclistes qu'ils étaient au niveau de la mer. Et en fait, ils n'y étaient pas. Et en fait, on voit ici tout l'enjeu, tout l'intérêt de cette approche psychophysiologique. Et on voit que les deux sont importants. Comme ils pensaient être au niveau de la mer, ils se sont mis à une stratégie de régulation qui était celui du niveau de la mer. Mais très vite, ils sont rattrapés par la physiologie, par le manque d'oxygène, et la puissance diminue. Mais dans tous les cas, on voit que le pattern de régulation émotionnelle reste le même, avec une augmentation de l'effort, on garde une réserve à la fin, une diminution du plaisir, on garde une réserve à la fin. Et donc ça nous donne, on peut voir sur la diapo ici, ce qu'on a appelé la charge affective, l'effort moins le plaisir, qui pareil augmente mais en gardant une réserve émotionnelle. Et cette régulation-là, encore une fois, émotionnelle, nous permet d'avoir ce que vous voyez ici, à savoir une régulation de la puissance développée qui est quasi constante, ou en tout cas avec un modèle scientifique pour la performance cycliste qui est optimal. Et ça, ils l'ont fait uniquement grâce à leur ressenti. C'est fantastique, ces nouvelles recherches, elles nous permettent aussi d'avoir un degré d'ouverture nouveau.
notamment on le voit d'un point de vue physiologique, sur le ressenti, le plaisir, et aussi sur la motivation. Parce qu'en fait, là, on parle beaucoup de préparation mentale, mais on parle d'outils, de développement personnel, mais finalement, on revient à des aspects scientifiques et qui sont très intéressants pour les prochaines recherches. Et vous, je crois que vous travaillez aussi là en ce moment sur la motivation, c'est bien ça? Alors la motivation, en réalité, ça fait des années qu'on tourne autour. Hein. Tout à l'heure, je vous avais dit, on l'avait défini comme le niveau d'acceptation de la charge affective, mais on ne savait pas trop comment le mesurer. On ne savait pas trop comment le mesurer, encore une fois, parce que les psychologues du sport proposaient des outils très très performants, hein, qui sont validés, qui sont tout à fait fiables pour mesurer la motivation d'un sportif, mais avant l'effort. C'est-à-dire, ici, vous pourriez répondre à un questionnaire de 20 questions, mais pas pendant votre entraînement. Donc là, il nous faut des questionnaires plus courts. Donc nous, on a pu valider, après pas mal d'années de réflexion et de travail, ce que vous allez voir apparaître ici, voilà, qui est une échelle simplifiée. Alors, qui dit simplifiée dit forcément limite, mais au moins, elle a l'intérêt de pouvoir être utilisée pendant l'effort, puisque on a une seule question. Si vous êtes en train de faire votre entraînement entre elles, je vais vous dire, ça peut être en plein milieu de votre entraînement ou à la fin, à cet instant, pourquoi êtes-vous motivé pour poursuivre votre effort? Et là, il y a un curseur. Hein, et là, il y a un curseur de 1 à 7. 7. Voilà. Ouais. 1, c'est ça ne correspond pas du tout. 7, ça correspond exactement avec tous 7? les intermédiaires. Alors pourquoi 7? Parce qu'on a voulu respecter, on a voulu conserver les mêmes échelles de grandeur que les articles, enfin que les études validées en psychologie avec ce genre d'outils. Donc il nous fallait absolument respecter ça pour réussir à valider notre outil. Donc c'est pour ça que c'est de 1 à 7. Et en fait, on va balayer, donc on va demander, on va poser cette question aux sportifs et balayer les différents leviers motivationnels. C'est-à-dire vous avez différents types de motivation. On peut le revoir apparaître ici. Tout le monde connaît la motivation intrinsèque. Donc on va la mesurer comme ça parce que c'est plaisant, agréable. 1, c'est non, je trouve que c'est pas vrai du tout. 7, c'est oui, je trouve que c'est très très agréable. C'est le degré de maîtrise. Hein, voilà, c'est un petit peu ça. Et puis après, on va balayer les différents autres leviers motivationnels, la régulation externe, la régulation introjectée, identifiée, intégrée, et l'inverse de la motivation, le L apostrophe, A privatif motivation. Donc on va poser ces différentes questions aux sportifs, donc c'est déjà un petit peu long, mais c'est beaucoup moins long que les questionnaires d'une vingtaine de questions. Et donc, on a fait ça chez les sportifs. On a vu que, on a, dans un premier temps, pour valider notre échelle, on a regardé ce qui se passait quand on faisait évoluer l'intensité. Donc, quand on fait évoluer l'intensité, vous pouvez voir ici que la motivation intrinsèque diminue, c'est le tableau en haut. Donc, on a une diminution d'environ 35% de notre motivation intrinsèque, ce qui est logique, hein, on le disait. À un moment donné, quand on produit de l'effort, on produit de la souffrance, il ne peut plus y avoir beaucoup de plaisir, il ne peut plus y avoir beaucoup de motivation intrinsèque. Tout ça, c'est lié. Et par contre, la motivation intégrée, en tout cas en moyenne, sur le groupe des étudiants STAPS, c'était sur des étudiants STAPS qu'on a expérimenté, on avait une augmentation de la motivation intégrée pour tenter de compenser cette perte de motivation intrinsèque. Voilà. Et cette motivation intégrée, elle est très importante parce que c'est celle qui fait appel à nos valeurs. C'est ça ce que j'ai vous posé comme question en motivation intégrée, c'est un concept assez nouveau quand même. Alors le concept n'est pas nouveau, on a repris les différents items des psychologues qui ont travaillé sur la motivation. Mais dans cette recherche, voilà, ce qui est nouveau, c'est de l'amener à une mesure pendant l'effort physique. Ça, effectivement, c'est nouveau, c'est la première fois qu'on pouvait faire ça. Voilà, donc cet outil va nous permettre maintenant de mesurer ça, pourquoi pas pendant un grand raid, pendant une course cycliste, pendant n'importe quel type d'effort, et ça va nous permettre de comprendre d'autres paramètres qu'on ne pouvait pas aborder pour l'instant parce qu'on était sur le tout physiologique. Et la suite, elle est passionnante. J'allais vous poser la question, oui. Forcément, parce qu'on est en fin d'émission, de causerie, et la suite, oui, c'est quoi? Parce que ça nous passionne, en fait. Voilà, et puis forcément, quand on est scientifique, on pense à la suite. La suite, elle est passionnante. Avec les collègues de Besançon, là, on encadre un étudiant en thèse qui va travailler sur le cycliste, qui va venir aussi à La Réunion l'année prochaine faire une expérimentation, a priori sur des trailers, peut-être des cyclistes aussi. Et là, on est en train d'essayer de faire un lien entre les paramètres neurophysiologiques. On est capable maintenant, avec des outils portables, de mesurer
les ondes électroencéphalographiques, c'est intéressant. et essayer de... Donc là, on a un paramètre objectif, neurophysiologique, et essayer de voir le lien entre l'évolution des ondes électroencéphalographiques et les paramètres perceptifs, motivationnels, etc. Donc voilà, le prochain axe de travail, c'est... On avait réuni, voilà, par le biais de la neurophysiologie, de la psychophysiologie, ce qui se passe en périphérie et les émotions. Et maintenant, c'est ce qui se passe vraiment en centrale, avec la neurophysiologie et la psychologie. Oui, ça évolue beaucoup et peut-être qu'un jour, on aura des IRMF fonctionnels à disposition, peut-être un peu plus miniatures, pour permettre de voir justement toutes ces ondes et tout ce travail des neurones. En tout cas, c'est vraiment passionnant. Je rappelle, hein, Bertrand Baron, vous êtes prof d'université au STAPS du Tampon. Vos domaines de recherche sont vraiment basés sur cette motivation, cette recherche de charge affective, d'émotionnel dans l'effort. En tout cas, c'est passionnant. On aura certainement l'occasion, nous, de refaire des causeries à l'avenir sur ces sujets, vous interroger sur vos recherches. Avant de vous quitter, j'ai quelques petits ouvrages toujours qu'on met, hein, c'est la tradition ici. Donc là, on est sur Agir sur ses émotions. Vous voyez, donc de Jean-Baptiste Pavani à Dina Savu. Petit ouvrage juste pour comprendre au départ. Ensuite, ce que vous avez cité, Antonio Damasio, donc l'erreur de Descartes, on en parlait, du dualisme, etc. Donc un ouvrage qu'on vous conseille, passionnant, si on veut vraiment aller plus loin dans le domaine de recherche. Et puis quelque chose peut-être sur les sciences un petit peu plus cognitives, hein, on va dire, mais quand même, c'est les champions et leurs émotions, Hubert Ripoll, hein, qui vous permet aussi de voir vraiment le côté émotionnel, notamment dans les sports de haut niveau. Donc un ouvrage aussi qui vous est conseillé. Un dernier mot peut-être pour conclure, par rapport à peut-être un petit coucou aussi à vos collègues, je sais, du STAPS et puis aussi de Besançon. Oui, bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les collègues du STAPS et puis aux collègues de Besançon et puis à toute la communauté STAPS au niveau national et puis à tous les sportifs. On espère que voilà, nos recherches, c'est le but du jeu, hein, elles puissent permettre aux sportifs d'aller plus loin et d'aller plus loin dans le bien-être aussi. Parce que ces outils permettent ça. On n'a pas forcément eu le temps de l'aborder. Et ces outils pourraient être utilisés aussi dans le domaine des activités physiques adaptées et de la santé. Réussir à connaître mes émotions et à me réguler dans mes émotions, c'est réussir à produire un effort en restant dans le bien-être. Et donc ça permet d'aller plus loin. Et Kekakis, dans un de ses articles, il explique qu'il y a à peu près 50% des gens qui abandonnent de l'activité physique quand ils rentrent dans une démarche d'activité physique pour la santé. Tout simplement parce que on s'occupe de leur soma, on s'occupe de leur corps dans la prescription et on ne s'occupe pas de leurs émotions. Et voilà, ces outils-là, ils peuvent servir aux sportifs de haut niveau, on en a parlé largement, mais ils peuvent servir aussi dans le domaine de la santé, pour rester dans le bien-être. Ouais, l'individu dans sa globalité. Écoutez, un grand merci. Et puis, le savoir, c'est ce qu'on ne connaît pas encore. Donc, on vous dit à bientôt pour des prochaines causeries du sport. Merci à vous.